Dès le début des années 30, le quotidien des Français est déjà bouleversé par la probabilité d'un nouveau conflit majeur. En Europe, et notamment depuis l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les relations internationales se tendent dangereusement. Pour le gouvernement, il est déjà l'heure de préparer la population aux nouvelles épreuves de la guerre moderne. Car depuis 1918, date de la fin du premier conflit mondial, les progrès technologiques et industriels ont été si importants qu'ils changeront incontestablement les méthodes et les effets d'une nouvelle guerre. Le secteur de l'aéronautique est l'un de ceux à qui ces progrès ont le plus profité. D'une moyenne de 100 km en 1918, la portée des avions a depuis été multipliée par 10. Leur vitesse dépasse les 400 km/h et sont en mesure de larguer 1 tonne de bombes. Si cette menace aérienne était déjà présente par le passé, elle atteint dorénavant une puissance encore jamais atteinte. En cas de nouvelle guerre, il est donc fort probable que les bombardements ne se cantonnent plus uniquement au champ de bataille. Dans cette éventualité, une nouvelle loi est adoptée le 8 avril 1935 par le Sénat et la Chambre des députés, permettant l'organisation de la défense passive. Imposées aux Français, de nombreuses mesures doivent permettre de protéger les villes et leur population contre les attaques aériennes. Pour la mise en œuvre de toutes ces mesures, le gouvernement peut compter sur le personnel de la défense passive. Organisé de façon hiérarchique, il est recruté auprès d'agents et d'ouvriers des services publics non soumis aux obligations militaires, de volontaires civils hommes ou femmes, de requis civils liés à leurs compétences comme par exemple les ingénieurs, des réservistes militaires et bien entendu des services de secours. Toutes ces personnes doivent jouer un rôle dans les différentes missions de la défense passive qui sont d'alerter, de protéger, de transporter et éventuellement de déblayer. Le chef d'îlot est le personnel de la défense passive qui demeure au plus proche de la population. Principalement reconnaissable à son brassard, de son casque mais aussi au son de son sifflet et de sa combinaison kaki, il a pour mission de veiller sur son îlot. Un îlot est un secteur plus ou moins vaste qui regroupe un ensemble d'immeubles ou d'habitations. Avec l'aide des chefs d'abri, il est le garant du respect total des mesures imposées par le gouvernement. La défense passive existe officiellement dès 1936. Pourtant, elle ne reste qu'au stade primaire de son développement et de sa mise en œuvre. Les longueurs administratives sont un fait, mais dans la réalité, elle n'est surtout pas réellement prise au sérieux par les Français, qui ne comprennent pas vraiment l'intérêt de toute cette organisation en temps de paix. D'autant plus que sur le plan politique, le gouvernement français prône encore une politique de paix à l'égard de l'Allemagne et paraît, pour l'heure, écarter toute menace d'une nouvelle guerre. Cependant, l'été 1939 est marqué par de nouvelles et fortes tensions. Soudainement, la guerre peut éclater d'un jour à l'autre lorsqu'on apprend l'existence d'un accord de non-agression entre l'URSS et l'Allemagne, désormais libre d'attaquer à l'ouest sans craindre de représailles à l'est. Le 3 septembre 1939, juste après le Royaume-Uni, la France déclare la guerre à l'Allemagne qui vient d'envahir la Pologne. La mobilisation générale est décrétée, le pays est en alerte maximale et la défense passive devient une préoccupation majeure. Afin d'accompagner la population dans ces mesures de protection, les préfectures, les départements, les communes, mais aussi des éditeurs, impriment de nombreux petits livrets. Distribués aux citoyens, ils ont pour objectif de les guider dans ces nombreuses mesures aussi variées que contraignantes. Si les bombardements peuvent avoir lieu à tout moment de la journée, ils sont pour des raisons évidentes de discrétion, souvent réalisés de nuit. Ainsi, et suivant les directives de la défense passive, les Français doivent changer bien les choses dans leurs habitudes de vie. La première étant d'apprendre à vivre dans le noir, ou plutôt d'apprendre à laisser passer le moins de lumière possible. Car évidemment, une ville est beaucoup plus facilement repérable du ciel avec les lumières des rues ou des habitations. Désormais, l'éclairage public y est fortement diminué. Certaines villes repeignent les éclairages des rues en bleu afin de diminuer la luminosité, d'autres n'allument plus qu'un lampadaire sur 2 quand certaines font le choix de ne plus rien allumer du tout. De leur côté, les commerçants, les industries et les habitants sont invités à ne plus laisser passer de lumière vers l'extérieur. Les vitres et vitrines sont recouvertes de papier, de rideaux épais ou, elles aussi, sont repeintes en bleu. Bien entendu, et comme le risque zéro ne peut exister, le meilleur moyen de se protéger d'un bombardement est de se mettre à l'abri. La défense passive a donc aussi pour rôle, avec l'ensemble des municipalités, de construire ou d'aménager et d'indiquer les abris refuges disponibles dans chaque rue ou quartier. Pour les villes comme Paris qui sont équipées du métro, les cages sont pour l'essentiel déjà toutes trouvées. En revanche, pour les autres, il faut improviser ou plutôt s'organiser. Dans les immeubles disposant d'une cave et à condition que cette dernière soit surplombée d'au moins 4 étages, locataires et propriétaires doivent se mettre d'accord pour l'aménager en abri.
Parmi les résidents, l'un d'eux est désigné chef d'abri. À lui de s'assurer que les lieux restent compatibles avec sa nouvelle fonction de protection des populations. En revanche, et pour ceux qui ne disposent pas de cave mais qui ont la chance de profiter d'un jardin, ils sont priés de creuser une tranchée étroite à proximité de leur logement, tout en prenant garde de l'éloigner suffisamment en cas d'effondrement. À ce propos, certaines villes ont eu ce recours à proximité des lieux qui accueillent un public dense, comme à proximité des cinémas ou des théâtres. Construite en béton, il n'était donc pas rare de trouver une tranchée au beau milieu d'un jardin public. Plusieurs types de bombardements sont possibles, le premier étant celui de la bombe explosive, le second celui de la bombe incendiaire, et enfin le bombardement au gaz. Chacun d'eux apporte des directives de protection spécifiques, mais expérimenté par les Allemands au cours de la Première Guerre mondiale, le bombardement au gaz est celui qui inquiète le plus. Pour contrer ce risque, l'une des mesures phares de la défense passive est la distribution de masques à gaz. Bien que soumis à certaines conditions, ils sont attribués par milliers et ceux qui ne sont pas éligibles à cette distribution peuvent en acheter dans le commerce, à condition d'en trouver. Car comme la demande explose subitement et qu'elle est bien plus forte que les capacités de production du pays, les ruptures sont très nombreuses. On parle alors de pénurie de masques à gaz, et rapidement le gouvernement est accusé de ne pas avoir anticipé leur production. Pour pallier les manques, celui-ci a l'audacieuse idée de conseiller le port de lunettes d'automobilistes, bien que ces dernières ne protègent que les yeux. Dès sa distribution, les Français ne lâchent plus cette boîte cylindrique qui contient le fameux sésame. Ils vivent littéralement avec, au marché, au travail, dans les transports, et même à l'école, où les enfants peuvent être renvoyés chez eux s'ils l'ont oublié. Et puis la drôle de guerre s'installe et emporte avec elle peu à peu les craintes des bombardements et d'une guerre intensive. Le port du masque devient progressivement secondaire, et celui-ci prend chaque jour un peu plus la poussière au fond des armoires. Certains écoliers vont même jusqu'à remplacer l'élément de protection par le goûter de l'après-midi, et les alertes ou les exercices deviennent finalement presque des moments conviviaux pour nos chères têtes blondes. Le 10 mai 1940, la drôle de guerre se termine brutalement. L'Allemagne lance une gigantesque offensive à l'ouest et engage notamment 3900 avions, 900 appareils de reconnaissance, 1500 de chasse et 1500 bombardiers qui écrasent plusieurs villes et lieux stratégiques. Surprises par une audacieuse tactique allemande, mais surtout parce qu'elles sont mal commandées et mal préparées, les armées alliées s'effondrent en seulement quelques semaines. Le 22 juin 1940, l'armistice est signé entre la France et l'Allemagne, amorçant ainsi le début de l'occupation du pays. Pour autant, les bombardements ne s'arrêtent pas. Ils vont même s'intensifier et la défense passive continue de jouer un rôle important auprès des populations, et ce, jusqu'à la libération. Désormais mis au service des efforts de guerre du Reich, les industries françaises, mais aussi les moyens de locomotion comme les chemins de fer ou certains lieux stratégiques où sont stationnées les unités allemandes, deviennent la cible des Britanniques et plus tard des Américains. Au milieu ou à proximité de ces cibles, les villes françaises. Entre juin 1940 et mai 1945, 1570 localités françaises sont touchées par les bombes alliées. Près de 135 000 immeubles ou maisons sont détruits ou rendus inhabitables. Au milieu de ces décombres, gisent les corps d'environ 67 000 Français. Durant toute cette période, et si le personnel de la défense passive continue de jouer un rôle important au cœur des villes, il n'est étonnamment guère apprécié par la population. Bénéficiant de droits que bon nombre de citoyens n'ont plus, notamment d'une plus grande liberté de circulation, l'opinion générale a tendance à les accuser de collaboration. Bien que cela reste rare, d'autres jouent cependant de véritables rôles au sein de la résistance. À la fois proches des populations et proches des ennemis, ils sont de véritables espions la nuit tombée, tissent des liens avec les mouvements de résistance ou deviennent même des agents du renseignement à part entière. Par ces agissements, c'est bien la peine de mort qu'ils encourent. Et même si certains n'ont rien fait de cela, ils voulaient simplement protéger du mieux possible leurs semblables au risque de leur propre vie. Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux agents de la défense passive sont morts sous les bombardements allemands ou alliés. Ils sont morts alors que leur rôle était simplement de protéger des civils non armés, qu'eux-mêmes ne l'étaient pas et qu'ils n'étaient finalement eux aussi que de simples citoyens à qui l'on avait simplement confié une mission plus qu'honorable.